C'est l'heure de Top Sport. Au programme ce soir, du volley. On prend les mêmes et on recommence. Victoire écrasante à nouveau ce week-end pour les Mulhousiennes. 2 défaites en basket pour la SIG, l'une chez les femmes mais qui reste encourageante, contrairement à celle des hommes qui était contre Boulogne-le-Valois. Et ce soir, ce n'est pas un mais 2 invités que l'on accueille. L'Alsacienne Aline Fries que l'on voit en image de retour des championnats du monde de gymnastique artistique qui avaient lieu à Stuttgart. Et Daniel Bourdage, l'entraîneur des hockeyeurs de Strasbourg. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors Aline, vous êtes rentrée à midi, il y a quelques heures de Stuttgart, où vous terminez à la 11e place du concours général. C'est quoi, c'est une surprise, vous vous attendiez à tout ça ? Terminer 11e au concours général, c'est une bonne surprise. J'ai fait un bon tour, donc je suis contente. Et après, on est allé chercher la qualification olympique en équipe. Donc c'était l'objectif, même si on aurait bien aimé une médaille. On va rappeler que vous avez 16 ans, première année senior, meilleure française de ces championnats du monde. C'est quoi ? C'est presque un nouveau statut qu'il va falloir assumer quelque part maintenant ? Oui, après la leader, ça reste quand même Mélanie de Jésus dos Santos. Elle a loupé ses barres malheureusement, mais ça fait bizarre d'être la première. Daniel, on va parler hockey sur glace avec vous dans un instant aussi. Début de saison, comment te dire, compliqué pour l'Étoile Noire avec une victoire, 3 défaites. Vous revenez de Cergy où ça a été un peu compliqué ce week-end avec une défaite 5-1. Vous vous attendiez à un début de saison aussi compliqué ? Oui, on s'attendait à ce que ce soit assez compliqué. Vous savez, on a eu un camp d'entraînement un peu à Freiburg. Notre glace n'était pas utilisable. C'est toujours un peu compliqué de faire du patin à glace l'été à Strasbourg ou du hockey. Hein. C'est toujours compliqué. Vous êtes habitué même après 30 ans, quoi. On ne s'habitue pas. Non, on est toujours déçus quand ça arrive, mais on a quand même tenu un camp d'entraînement normal, je dirais, à Freiburg, sauf qu'on n'a pas pu jouer autant de matchs amicaux qu'on l'aurait souhaité. On a dû en annuler 3. Donc on s'attendait à un début quand même un peu compliqué, mais je pense que, hormis peut-être le dernier match, les choses se passent plutôt comme prévu. Place au volley après une désillusion l'année dernière, la saison passée. La SPTT Mulhouse commence plutôt très bien le championnat, Mathieu. Ouais, je vous emmène à Mulhouse. Ça se passait ce week-end, 3e journée de championnat avec les images de Gilles Kunz qui était dans les tribunes, les Mulhousiennes en rouge. Évidemment, une grosse affiche parce qu'en face, en blanc à gauche, c'est Cannes, champion de France en titre. Une grosse affluence, Palais des Sports, plus de 3000 spectateurs pour les Mulhousiennes qui se font surprendre au début. Elles sont menées 7-3, mais elles vont passer à 9-1 aux Cannoises et empocher la première manche, 25-18. Mulhouse plutôt bien dans ce début de saison, 2 victoires sur les 2 premiers matchs. Et les Mulhousiennes qui font la course en tête dans le 2e set avec, en profitant des erreurs des Cannoises, 12 fautes directes au service pour les sudistes. Mulhouse qui a très bien défendu, 11 blocs au total, agressif en attaque, 45% de réussite, c'est plutôt pas mal du tout. Et grâce à Moma Bassoko notamment, avec ses 13 points, les Mulhousiennes empochent la seconde manche, 25-16, et s'imposent finalement en 3-7 secs, 3 matchs, 3 victoires, 25-16 également dans le dernier. 9 points pour les Mulhousiennes qui finissent évidemment comme toujours par un clapping à domicile. En tout cas 3-0 contre les championnes de France. Mulhouse marque son territoire dans ce début de saison. Et écoutez, Hélène Cassotte, la joueuse mulhousienne, transfuge justement de Cannes à l'intersaison. Je pense que oui, ça peut être un match référence. François nous a donné des consignes, on les a respectées et voilà, on a vu ce que ça faisait. À Marc-en-Barœul, on n'a pas forcément respecté les consignes et voilà, on laisse passer un set et on a été dans la douleur tout le match, donc voilà, on est contente. On a mis beaucoup plus d'agressivité au service et les placements de def et au bloc étaient beaucoup mieux. Et le François dont elle parle, c'est François Salvani, bien sûr, le nouvel entraîneur de cette équipe mulhousienne, l'Italien au délicieux accent anglais, très très satisfait de ses filles. Écoutez-le. Quand vous jouez devant 3000 personnes, vous devez mettre tout votre cœur, être courageux. C'est tellement important. Mulhouse comme Cannes ne pratique pas encore un excellent volley, et le match a été parfait dans le sens où nous avons joué avec notre cœur. Je voudrais remercier le staff, car on n'a aucune blessée, et puis un grand merci à mes joueuses. Sport collectif toujours avec les hommes de la SIG. Après une large victoire au Portel la semaine passée, Strasbourg tentait de remporter son premier match à domicile samedi soir contre Boulogne-le-Valois. Les images sont de Vincent Bessières, la SIG est en blanc et c'est une entame de match compliquée pour les Strasbourgeois, 2-9 après 3 minutes de jeu. Ils ont très peu d'adresse et c'est sans compter sur les visiteurs qui mettent des paniers, même dans des situations compliquées, à l'image de ce 3 points. La SIG reste tout de même dans la partie, elle est à -3 à la fin du premier quart-temps. Mais moins de 9 minutes plus tard, ils cumulent déjà 13 points de retard.
10 points séparent alors les deux équipes à la mi-temps et le retour des vestiaires est laborieux pour les Sigmen. Heureusement, ils vont pouvoir compter sur l'efficacité de plusieurs joueurs. Alors qu'on voit encore un 3 points côté Boulogne-le-Valois. Et là, on voit ce super dunk de Jerry Grant. Et son coéquipier, lui, Thomas Krupp, que l'on voit là en contre-attaque, termine avec 17 points en compteur. Mais ça ne suffira malheureusement pas. Trop de pertes de balles et puis une défense très très légère pour la SIG, qui est synonyme de défaite, 81 à 97, malgré les 19 points aussi d'Ali Traoré que l'on voit là à l'image. Une défaite au goût amer et qui fait mal pour l'entraîneur de la SIG. C'est très clairement la défense qui était aux abonnés absents. On en prend 50 en première mi-temps en étant vraiment faible, voilà, il faut le dire. Et on ne réagit pas suffisamment. Troisième carton, on prend encore 26 points. Quelques efforts sporadiques, mais insuffisants pour contrer une équipe de cette qualité-là. Donc c'est vraiment là où on doit faire de gros efforts. Alors, comment j'ai vécu mal, on a été surclassé dans tous les plans du jeu. Voilà, il y avait une classe d'écart. Là, il y avait une équipe prête aux joutes de la JPD. Il y en avait une qui ne l'était pas, tout simplement. Et c'était nous, malheureusement. Des Sigmen qui devront se refaire et ça commence déjà dès demain soir, mardi soir. Les Sigmen qui entameront donc en Ligue des Champions face à Ostend. Ostende, pardon. Allez, je ne sais pas, c'est je belge, ne sais pas. alors Mon néerlandais est très bon. Enfin, c'est en Belgique en l'occurrence. Côté coulisses, cette fois-ci, la ville de Strasbourg a aussi fait des précisions ce soir en conférence de presse sur le projet d'Arena, c'est-à-dire l'agrandissement du Rhenus, de la salle existante. Projet qui devait être complètement privé et porté par le club. Les collectivités, il y a eu pas mal de flou ces derniers temps, les collectivités vont finalement aider et donner un coup de pouce au club strasbourgeois. L'Eurométropole, qui est propriétaire de la salle et du terrain, devra se prononcer en fin de semaine. La ville de Strasbourg, par la voix de son maire Roland Ries, a annoncé que dans le cas contraire, la ville se substituerait à l'Eurométropole et porterait le projet aux côtés du club. Écoutez Roland Ries, le maire de Strasbourg, à ce sujet. Je suis sur l'idée qu'il faut maintenant aller au bout de la logique, avoir effectivement un financement mixte, public-privé pour l'Arena, et le faire avant la fin de l'année pour que le projet puisse démarrer dans de bonnes conditions et qu'on maîtrise l'ensemble des risques qu'il comporte éventuellement encore. La SIG reste quand même fondamentalement le club de Strasbourg et d'Illkirch, mais aujourd'hui quand même principalement de Strasbourg. Je souhaite qu'ils puissent avoir une Arena à la hauteur de leurs ambitions européennes, que l'Eurométropole continue, qu'elle aille au bout. Si elle ne le souhaite pas, la ville de Strasbourg est prête à le faire. On continue de parler gymnastique à présent avec Aline Fries. On le disait tout à l'heure, vous avez 16 ans, vous revenez avec le sourire. Il y a de quoi, on comprend ça, de ces championnats du monde de gymnastique qui avaient lieu à Stuttgart. Alors, on le disait, vous avez terminé 11e du concours au général et puis vous avez participé à la qualification des Françaises pour les prochains JO. C'est plus qu'une satisfaction, vous avez dépassé les objectifs qui étaient fixés. Je dirais pas que c'est plus qu'une satisfaction parce qu'on visait le podium, mais c'était un gros objectif. Donc il y a eu quelques petites erreurs, donc on finit à 5e place. Donc l'année dernière, c'était incroyable d'arriver 5e. Cette année, on est un peu déçus, donc ça veut dire que la France a progressé. Sachant que pour vous, c'était une première sur la scène internationale, quoi. Oui. À ce niveau-là, en tout cas, effectivement, certains ont vu en vous, et pas qu'en France d'ailleurs, une des révélations de la compétition. Le fait que c'est votre première année senior, hein, on arrive à 16 ans à ce niveau-là en gymnastique. Est-ce que vous vous êtes étonné vous-même? C'est la confirmation de ce que vous faites à l'entraînement, mais le restituer, le réussir en compétition, quasiment sans erreur majeure, ce qui sont très pénalisés en gym. C'est une surprise, une petite surprise, ou vous saviez que vous aviez le potentiel pour faire ça? Le total point que j'ai fait au final, ça m'a surpris parce que j'ai battu encore de 8/10 le précédent que j'avais fait en équipe. Et oui, c'est tout le travail que je fais à l'entraînement, je l'ai bien réalisé en compétition. C'est un sport très exigeant, la moindre erreur peut être fatale, surtout les agrès. On va le voir en images, ça demande donc beaucoup de concentration. Les images vont arriver, j'imagine. C'est des images de vous, voilà, on va juste avant de passer, avant que ce soit votre tour. On est dans quel état d'esprit là? Il faut se concentrer, on est zen, mais il y a quand même du stress. Oui, il y a du stress, mais beaucoup de concentration, les mots-clés pour penser à ce qu'il faut faire au bon moment. Et essayer de se calmer parce que si on est trop stressé sur la poutre, ça tombe vite. Comment ça se passe quand on est à ce niveau-là, effectivement? Enfin,
Vous avez été longtemps blessé, enfin, vous avez eu pas mal de blessures ces deux dernières années. Il y a quoi? Il faut être patient, il y a un sentiment de revanche. Dans quel état d'esprit on arrive à se mettre quand on travaille autant pour arriver sur les quelques compétitions qu'il y a dans l'année? Il faut être persévérante et travailler, parce que ça paye forcément un jour. On peut préciser ce que c'est le volume de travail en gymnastique, en heures d'entraînement sur une semaine, ça représente quoi à peu près? 30 heures par semaine. D'entraînement? En plus des cours à côté, quoi. On n'a que 16 heures de cours. Encore moins cette année parce que je suis plus au lycée. En parlant avec votre papa tout à l'heure, il me disait que c'est des journées qui commencent à 7h et qui se terminent à 22h, quoi. Oui, 21h30, je dirais. Un peu de temps pour appeler les parents. Parce que le pôle, il faut préciser que vous êtes d'Aubernais, du club à Aubernais à l'origine, toujours licencié d'ailleurs à Aubernais, mais vous entraînez dans la structure du pôle France de Saint-Étienne, donc un peu à 600 km. Daniel Bourdage, je vous sentez admiratif, impressionné en tout cas. Je calculais le nombre d'heures qu'on s'entraîne par rapport au gymnaste. C'est quoi en hockey, à niveau pro du coup? C'est quoi? C'est un entraînement par semaine, par jour, 2 parfois? On en fait 2, c'est 2 par jour. On a sur glace et hors glace. Et tout ce qui est musculation. Donc, on peut parler de 2h30 à peu près par jour, 1h15 sur la glace, 45 minutes, 2 heures d'entraînement, plus vidéo, mais c'est moins que... Qu'est-ce qu'ils diraient les joueurs si vous leur disiez, bon les gars, cette semaine on fait 30 heures? Disons que ce serait pas non plus profitable pour eux, donc on le ferait pas. Aline, on disait ce qui était très important, ce qui était l'objectif déjà de départ, c'est de qualifier l'équipe de France pour les JO de Tokyo qui sont l'an prochain. C'est l'équipe de France qui est qualifiée, ça veut dire qu'après les meilleures Françaises iront, mais c'est forcément, ça va forcément être l'objectif de l'année qui vient. Enfin, c'est une idée, c'est une obsession depuis longtemps les JO. Au début c'était un rêve et maintenant c'est un objectif. Et ça approche de plus en plus vite et donc après les vacances de Noël, ce sera la dernière ligne droite. Comment ça va se passer? Pardon, les qualifications, ça va se jouer sur une compétition, ça va être sur la saison, vous savez déjà comment ça va à quel moment il faudra répondre présente? Tout le long de l'année, mais surtout les 2 mois avant les JO, il faudra être à fond. On croise les doigts en tout cas pour éviter les blessures notamment. Oui. Voilà. On reste dans le sport féminin. Retour Mathieu sur le match de ce samedi des filles de la SIG, le premier de la saison pour elles en Ligue 2. Ouais, c'était les dernières à reprendre tranquillement, mi-octobre, mais attente début où il y avait une grosse attente, parce que c'était le retour en Ligue 2 des filles de la SIG après une saison nationale 1. Elles avaient fait reléguer et remontée immédiate. Je vous emmène à la salle de la Poste, à Ilkirch, le fief des basketteurs et des basketteuses de la SIG. Pour les retrouvailles, il y avait tout de suite du lourd en face. En bleu, c'est Chartres, un des gros budgets et une grosse équipe de la division ambitieuse qui va viser certainement le top 3. La SIG évidemment cherchera à se maintenir. Ça a été compliqué, notamment dans le premier quart-temps pour la SIG en blanc qui prend tout de suite un petit éclat, qui se retrouve mené 26-14, par contre 12 points de retard que les blanches vont traîner comme un boulet tout au long du match. Elles vont se rebeller, elles vont inquiéter cette équipe de Chartres, elles vont les bousculer, mais jamais réussir à passer devant pour vraiment les pousser dans leur retranchement. 47-58 à la mi-temps et toujours ces 10 points d'écart à chaque rapproché de la SIG. Chartres reprenait les devants, même si la SIG a pu compter, était un petit peu en panne d'adresse toute la soirée, malgré ce 3 points de Kathleen Bourdin, malgré les 24 points de Louise Dambach. Les Alsaciennes vont venir mourir à quelques points une fois de plus de leurs des visiteuses qui s'imposent finalement 74-66, une défaite pour commencer la saison pour les filles qui joueront elles le maintien, mais des motifs cependant d'espoir pour leur coach Fabien Kerley. C'est rageant dans le sens où on n'est pas très loin et en même temps à la fin on finit à 8 points, on gagne 3 quarts-temps, le début de match nous met un peu dedans. C'est une équipe qui va jouer le top 3, c'est une équipe construite pour ça. Nous on sait qu'on va jouer le maintien, on a encore du travail, mais les 3 derniers cartons sont positifs pour ma part. Alors Mathieu, c'est très sérieux tout ça, mais il semblerait que vous ayez oublié quelque chose. En regardant l'image, on en parle après. Ouais, pour expliquer, c'était vous derrière la caméra. C'était moi derrière la caméra et du coup avec Louise Dambach sur les genoux, j'ai eu surtout un peu peur sur le coup qu'elle se fasse un petit peu mal. Elle était, on peut le revoir, emportée par son élan et par sa fougue. Elle a fait un gros match, je disais 24 points et un scoring très précieux pour la SIG. Voilà, plus de peur que de mal pour elle, pour la caméra et pour le caméraman. Pour vous, tout va bien. On continue. On parle hockey sur glace. Ouais, allez. Daniel Bourdage, l'entraîneur de l'Étoile Noire, on le disait, retour un peu compliqué avec une petite gifle, on peut dire comme ça, du côté de Cergy ce week-end, une défaite 5-1, une victoire, 3 défaites pour le début de saison des Strasbourgeois.
Quelle saveur elle a cette défaite ce lundi soir? Oui, bon, je crois que c'est le match où on a le plus de regrets, dans le sens où c'est quand même un déplacement. Quand tu joues à l'extérieur, tu souhaites toujours te déplacer pour quelque chose. Je trouve qu'on a quand même subi un peu trop, à mon goût, en comparaison aux 3 premiers matchs. Surtout qu'on venait de jouer un bon match à domicile contre Mont-Blanc. Mais il faut dire qu'on n'avait pas joué pendant 2 semaines. On a été off le samedi avant pour les matchs de Coupe de France, auxquels on ne participait pas au premier tour. On participera au deuxième tour. Donc, c'est pas bien non plus de pas jouer pendant 14 jours. Ça casse le rythme, quoi. Et on était plein d'optimisme parce qu'on avait le retour de Tanner Shaw et René Yaroline qui revenaient. Mais eux, René n'avait pas encore joué depuis je ne sais pas combien de temps. Il n'avait pas joué aucun match, alors que Shaw également est out depuis 1 mois. Donc, on était content de voir l'équipe enfin au complet. Mais c'est un peu utopique de s'attendre à ce que des joueurs qui reviennent au jeu après tant de temps d'absence performent. Donc, mais on va se reprendre. Dans l'équipe au complet, il y a quand même 9 joueurs qui sont U20, donc des très jeunes. Il y a du potentiel, mais ils doivent encore apprendre, c'est ça? Notamment à gérer la pression durant le match. Oui, c'est quand même un challenge pour nous parce que habituellement, tu ne lances pas 9 U20 dans une équipe d'hommes de D1. Mais nous, on le fait. Je suis très confortable avec tout ça. C'est quelque chose qui me plaît. On a un vestiaire qui vit bien. On a des jeunes qui progressent et pour eux, c'est fantastique. J'espère qu'ils le réalisent que de jouer 26 matchs en première division alors que tu n'as que 18, parce qu'on dit des U20, mais ils sont moins de 20 ans. C'est absolument incroyable. Et c'est vrai que d'autres équipes ont certains U20. Mais il y en a pas moins et ils jouent moins. Mais il n'y en a pas 9 qui débarquent en même temps. Pour nous, c'est un énorme risque aussi. Comme coach, pour vous, c'est aussi une espèce de défi, un challenge, parce que ça fait beaucoup de jeunes joueurs, ça veut dire que sportivement, c'est différent. C'est-à-dire que dans le management, même dans une vie d'équipe, c'est différent d'avoir autant de très jeunes joueurs dans le vestiaire. Oui, mais ils sont encadrés par des vétérans qui quand même jouent bien le jeu. 2 générations différentes, quoi. Oui, et comme je l'ai mentionné tantôt, on n'a fait que 3 matchs amicaux, faute de glace à Strasbourg. C'est pas beaucoup pour essayer de créer une chimie. Elle se crée. On a joué un bon match à Mont-Blanc et malheureusement, on a raté une semaine de match. Donc, on verra peut-être un peu mieux ce que l'équipe vaut vraiment samedi contre Brest chez nous. J'espère quand même voir une belle performance. Parce que l'équipe progresse. C'est l'avantage d'avoir des jeunes de cet âge-là. On en parlait tantôt. 16 ans, vous n'avez pas quand même? Non, on a eu Samuel Rousseau, il y a 2 ans, qui était 16-17 ans. Mais c'est ce qui est bien, c'est que l'équipe progresse, j'ai envie de dire, à vue d'œil. Mais à chaque semaine, on voit quand même une progression chez ces jeunes-là et c'est amusant. Quelles sont les ambitions du club à plus long terme? Vous étiez 13 ans parmi l'élite en Ligue Magnus. Là, vous retrouvez la D1. Est-ce que vous avez pour objectif de retrouver la Ligue Magnus ou non, de se stabiliser à ce niveau-là et de former des jeunes? C'est un peu tout ça, en fait. Et on est un peu à la merci du budget également. Cette année, si on lance 9 U20, il y a des raisons. Moi, j'espère que... C'est aussi parce qu'on n'a pas l'argent pour recruter des joueurs confirmés, enfin en clair, quoi. En clair, c'est ça, et c'est pareil pour tout le monde, dans tous les sports. Mais j'espère, oui, avoir la possibilité de remonter l'équipe en Magnus, parce que c'est le plus haut niveau. Mais une chose aussi que je veux souligner, c'est que quand on parle de 9 U20, on parle d'âge, mais moi, j'aimerais aussi qu'on parle de joueurs issus du centre de formation, ce qui est quand même formidable. Est-ce que vous voyez, on parlait de la SIG tantôt, le club fétiche de M. Ries, est-ce qu'il y a autant de Strasbourgeois qui jouent au basket dans l'équipe 1? Nous, on était peut-être en première division, on était en Magnus avec des Strasbourgeois. Donc, moi, je trouve que le challenge, il est beau, il est honorable et j'espère que les gens aussi le conçoivent. Quand tu viens à la patinoire voir un match de hockey, tu vois des jeunes Strasbourgeois issus du club, formés au club, qui jouent. Et pour moi, ça a une sacrée importance. Pour moi, en tout cas. Nous, Daniel, vous restez avec nous, on en reparle dans un instant. On rappelle aussi que le prochain match, du coup, c'est Strasbourg-Brest, ce samedi, 5h30, à l'Iceberg, à Strasbourg.
Marine, quelques images de ce week-end encore pour terminer. Oui, d'abord les nombreux titres raflés ce week-end par le club rixheimois l'AS Bike Cross Team. Ça se passait à la Coupe de France de cyclocross en Bretagne. Le team empoche 3 sélections en équipe de France pour la Coupe du Monde qui a lieu ce week-end à Berne. Perrine Clausel a remporté la course chez les femmes. Hugo Anani est vainqueur chez les juniors. Et Valentin Remondet termine 4e de la catégorie Espoir. Et puis en petit bonus, je vous laisse regarder cette vidéo de Perrine Clausel qui a subi une petite chute voilà, durant la compétition en passant un obstacle. Ça fait partie du jeu. D'autres chutes à nous montrer, Marine? Alors non, pas cette fois-ci, peut-être la semaine prochaine, mais en attendant, un autre exploit par contre, celui de la Strasbourgeoise Olivia Hartweg. Elle est montée sur la 2e marche du podium féminin des championnats de France des 100 km sur route. Ça se passait samedi à Amiens. Le départ était tôt, à 6h30. On voit qu'il faisait encore un petit peu nuit. C'est en course à pied, hein, c'est pas vélo. Hein. Oui, course à pied. Elle l'a fait en 8h19. Elle se qualifie donc pour les mondiaux qui auront lieu aux Pays-Bas en 2020. 100 km, ça fait 2 marathons et demi, quoi. Voilà. Easy, on s'y met demain. Aline Fries, avant de se quitter, on va vous laisser repartir. À Saint-Etienne, rentrée des mondiaux de Stuttgart aujourd'hui, direction Saint-Etienne, mercredi. Oui. On enchaîne, sans transition. Avec, comme dit, la scolarité entre parenthèses cette année pour être focus sur les Jeux Olympiques. Pas en parenthèse, parce que j'en fais beaucoup encore, mais oui, par correspondance, pour que ce soit plus pratique. L'objectif, on se fixe des objectifs sportifs en termes de niveau, de passer de nouvelles figures. C'est quoi la barre de progression qu'on se met en gymnastique? Comment on mesure ça? J'irais augmenter encore un peu les notes de départ et avoir une bonne exécution pour avoir une bonne note finale. Et on suivra tout ça. Et puis la course, la qualification pour les JO de Tokyo, aux premières Olympiades peut-être. Aline, on suivra ça bien sûr. Daniel Bourdage, on rappelle, Strasbourg-Brest, 17h30. Une bonne raison pour venir au hockey samedi soir? Oui, juste voir un match de hockey, ça vaut le coup. Du spectacle, ça va vite, avec du contact. Il y a du contact. Avec des Strasbourgeois, vous le disiez. Oui, mais moi je pense qu'on doit absolument le souligner. C'est formidable de voir une équipe au plus haut niveau avec autant de jeunes issus de sa propre ville. Je veux dire. Et on viendra voir ça. Merci beaucoup, Daniel, d'être venu pour ça. On va se quitter parce que l'heure tourne. Marine, merci beaucoup. On se retrouve lundi prochain.